national. Tu dégages, tu fais de la provocation devant les journalistes. Tu n'es pas là pour servir la soupe à la presse de gauche. En 2006 ou 2007, cette branche a dû intervenir pour exclure un certain nombre de jeunes skins qui essayaient de perturber le bon mouvement de cette manifestation. Mais Finalement, on a changé d'avis. Vous allez avoir tout de suite affaire à la présentation par Caroline Forest elle-même de ce qui était prévu dans le film et ensuite on passera au débat. J'espère que vous avez aimé le film expérimental que nous vous avons présenté. Nous avons beaucoup travaillé les enchaînements. Bien, donc nous entamons le débat beaucoup plus tôt. Donc comme l'a annoncé tout à l'heure Emmanuel, il va de soi que nous ne pouvons pas organiser à l'ULP un débat entre des démocrates et des représentants de l'extrême droite. Nous organisons un débat entre démocrates à propos de l'extrême droite, à propos des stratégies qu'il faudrait adopter pour lutter contre l'extrême droite, et en particulier à propos du phénomène Marine Le Pen, dont nous verrons s'il est représentatif de phénomènes plus larges, puisque Marine Le Pen essaie à toute force de se dédiaboliser, c'est l'expression consacrée, c'est-à-dire d'adopter un langage qui soit plus conforme, du moins en apparence, au langage de la démocratie libérale, en parlant de République, en parlant de laïcité, en disant qu'elle ne va pas abroger la loi Veil sur l'avortement, etc., etc. Alors peut-être que la première partie de ce débat pourrait remplacer le film et que je pourrais demander à Caroline, au fond, de nous dire ce qu'elle a voulu montrer dans ce film, qui est une partie du film plus général qu'elle a fait sur Marine Le Pen. Juste pour vous dire avant dans quel contexte on a redémarré ce travail avec Fiametta Wener. Je dis redémarrer parce qu'en fait on travaille sur l'extrême droite et sur le Front National depuis 1995 pour elle et 1996 pour moi. Donc c'est notre spécialité à l'origine, c'est de travailler sur le Front National et sur l'extrême droite. Et puis à l'intérieur de l'extrême droite, au fil des années, nous nous sommes spécialisés sur l'intégrisme catholique pendant plus de 10 ans, et puis ensuite sur tous les intégrismes, y compris juifs et musulmans. Et en fait, moi j'ai un peu appris à aimer la laïcité, notamment face au Front National et face au courant catholique intégriste du Front National qui militait contre l'avortement, donnait évidemment des propos homophobes, organisait des sit-ins devant des CIVG, et à l'époque clairement considérait que la laïcité était le début de la décadence, de la perte de la civilisation dite occidentale, etc. Donc il y avait quand même quelque chose de très burlesque à voir Marine Le Pen vouloir soudainement faire du Front National un parti non seulement laïque, mais dans ses discours, le seul parti de France à défendre la laïcité soudainement, à la faveur du changement de visage et à la faveur de son héritage, puisque Marine Le Pen a vraiment hérité du Front National, même s'il y a eu une élection, c'est une dynastie politique, et c'est ce qu'on montre dans le livre, et c'est ce qu'on montre aussi dans le film. Sauf qu'évidemment, la laïcité version Marine Le Pen et version Front National, il faut savoir la décoder pour comprendre de quelle nature exacte elle est faite. Et en l'occurrence, c'est une laïcité qui ne s'applique jamais qu'à l'islam, et uniquement à l'islam. Et quand je dis à l'islam, c'est que même si, on le montre dans ce film, il y a des affiches, comme une affiche qui a été faite pour les régionales de 2010, où on voit une France recouverte d'un drapeau algérien,
hérissée de minarets avec une femme en voile intégrale au premier plan. Cette affiche du Front National a été présentée comme une affiche simplement laïque, et le titre, d'ailleurs, pouvait le laisser penser, puisqu'il ne disait pas non à l'islam, il disait non à l'islamisme. Et donc, quand on dit au Front National, quand des gens comme SOS Racisme, comme Mohamed Sefaoui, ont porté plainte contre cette affiche, ils ont essayé de se retrancher derrière la liberté d'expression. Et on a pu démontrer qu'il y a une différence entre exercer sa liberté d'expression contre l'intégrisme et faire en sorte de montrer une France qui est recouverte d'un drapeau algérien, ce qui fait appel à l'imaginaire de l'invasion, et ce qui fait supposer que tout immigrant algérien venant sur le sol français est porteur d'un risque intégriste. Cet amalgame-là, qui était très clair dans l'affiche que vous n'avez donc pas vue, eh bien, ça n'est pas de la laïcité. C'est clairement, en fait, du replâtrage, du vieux discours anti-arabe du Front National et anti-maghrébin, qu'on a rafraîchi en le faisant passer pour un discours laïque, mais qui en réalité est un discours xénophobe et profondément anti-islam. Pour justifier ce tournant laïque, Marine Le Pen a même un petit peu triché avec l'histoire, puisque si on l'écoute, elle explique que la laïcité est un cadeau du christianisme. Alors, de mémoire d'historien, de mémoire de laïque aussi, il ne nous avait pas semblé que l'Église catholique l'avait apporté sur un plateau d'argent. Qu'il avait quand même fallu beaucoup se battre, et que d'ailleurs les députés qui ont voté la loi de séparation des églises et de l'État en France ont quand même tous été excommuniés, tellement le Vatican était ravi. Mais ce qui est intéressant, c'est sa démarche, c'est de dire, puisque au fond le christianisme qui fait la séparation des ordres entre politique et religieux a engendré la laïcité, nous sommes un pays laïque parce que nous avons une identité catholique. Et donc, les musulmans doivent s'adapter. Et là, on ne comprend plus très bien, est-ce que les musulmans doivent s'adapter à la laïcité, très bien, ou est-ce qu'ils doivent s'adapter à l'identité catholique, ce qui est extrêmement différent. Et donc, ce qui est passionnant, c'est de pouvoir, à travers le nouveau Front National, qui a de beaux restes et de vieux restes, et qui entretient toujours des relations coupables avec à la fois des groupes et des militants antisémites et des militants anti-arabes, puisqu'il a toujours fait le grand écart entre les deux grâce à une rhétorique dont il a le secret. Ce qui est intéressant, c'est de tracer, je crois assez clairement, ces trois chemins sur lesquels aujourd'hui, selon les débats, on peut se perdre. Le chemin qui est de celui du monoculturalisme. Le monoculturalisme, c'est de considérer qu'il y a une identité traditionnelle dans les pays, en l'occurrence, disons, dans les pays européens, qui serait en l'occurrence plutôt chrétienne, et que les autres, les minorités, au nom de ce fameux proverbe qu'utilisent de plus en plus les groupes comme Riposte Laïque, un certain nombre de groupes proches aujourd'hui du Front National, à Rome, on fait comme chez les Romains. Alors si nous vivons tous à Rome, dans un empire romain qui a pour identité le catholicisme, eh bien tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette identité, soit parce qu'ils sont agnostiques, soit parce qu'ils sont d'une autre confession, sont des citoyens de seconde classe et donc à raser les murs. Ça, c'est la voie du monoculturalisme. À l'autre opposé du spectre, il y a une autre voie qui, évidemment, lui facilite énormément la tâche, parce que c'est un petit peu son miroir inversé, qui est la voie de l'exotisme et du relativisme culturel, qui consiste à dire, au fond, chacun fait ce qu'il veut à l'intérieur de son groupe, de sa communauté culturelle ou confessionnelle, et surtout n'ayons pas de débat d'idées sur ce qui est le féminisme, ce qui est les droits des femmes, et ce qui est le respect de valeurs minimales, comme la laïcité. Et au milieu, et je finirai par là, au milieu, il y a un chemin compliqué, parce qu'il est tantôt taxé d'être islamophobe, tantôt d'être islamophile, tantôt d'être... il est généralement taxé de tout à la fois, qui est le chemin de l'universalisme et de l'égalité. À la fois antiraciste et anti-intégriste. C'est un chemin passionnant, compliqué, mais plus que jamais, et toujours d'actualité. Merci Caroline. Je pourrais demander à Hervé Asquin peut-être de réagir à ce que Caroline Fourré vient de dire, ou peut-être plus généralement à sa lecture du livre, pour commencer le débat. Ce sera les deux. Vous m'entendez? D'abord, parlons du livre, parce qu'il mérite d'être lu. C'est un hommage que je rends à l'auteur dont j'avais déjà lu certains ouvrages. C'est une excellente biographie d'une personnalité politique qui, indiscutablement, occupe l'avant-plan aujourd'hui dans la campagne électorale française. Ce que j'ai apprécié dans l'ouvrage de Caroline Fourré,
c'est sa capacité à dégusquer des textes rares, des citations inattendues, sa capacité d'investigation, donc de bons journalistes et de chercheurs, vais-je dire, et aussi une capacité, et je ne doute pas que, comme elle n'aime pas Marine Le Pen, ça a dû lui demander un effort d'objectivité, mais qu'elle a accompli. Je tiens à lui rendre cet hommage. Je vais même dire que, sans le vouloir et inconsciemment, parfois, elle rend même Marine Le Pen sympathique. Parce qu'elle permet de découvrir un certain nombre d'aspects inattendus. Pour ma part, je m'intéresse beaucoup à la politique française, mais c'est vrai que j'ai pu, grâce à l'ouvrage, apprendre un certain nombre d'événements sur la jeunesse, le milieu dans lequel cette femme a évolué, marquée par un attentat commis contre la famille, etc., qui développe une parano. Elle vit dans un monde de comploteurs, de toute façon, par essence, et les épisodes qui sont racontés par Caroline Fourré en la matière sont très stimulants. Je veux dire, c'est même amusant à certains moments, c'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? C'est la caverne d'Ali Baba. On voit de tout un peu se produire. Donc on peut comprendre que quelqu'un qui est éduqué dans ce milieu, qui voit son père Olni, injurié, maltraité, victime d'un attentat dont elle-même réchappe, ça permet de saisir sur le vif, de comprendre une personnalité et de comprendre certains aspects du discours d'aujourd'hui. Donc, le vrai problème, selon moi, à la lecture du livre, c'est de se demander, d'abord, on voit une femme, une fille, qui reste sous l'emprise de son père. C'est indiscutable. C'est très bien montré dans l'ouvrage. Mais c'est une femme débarrassée d'une partie de l'héritage du père, ou en tout cas qui ne partage pas un certain nombre de ses valeurs. Elle n'a pas fait la guerre, elle ne s'est pas mêlée à la résistance, l'Algérie, je vais dire à la rigueur, je ne connais pas, et donc par conséquent, il y a un passé qu'elle n'a pas, qui peut expliquer qu'il y a un rapport à la politique qu'elle n'a pas non plus. Par exemple, aussi, l'antisémitisme qui est très prégnant dans le discours du père, l'héritage, j'ai dit, direct du pétinisme, n'apparaît pas manifestement dans le discours de la fille, même si, et c'est ça toute l'ambiguïté qui est très bien montrée dans l'ouvrage, c'est qu'il y a le discours qui est tenu, mais il y a un environnement qui reste évidemment, je vais dire, suspect. On traîne derrière soi toute une série d'oripeaux de l'extrême droite traditionnelle, voire violente, et donc, par conséquent, ça crée indiscutablement l'ambiguïté, ça interpelle, et on est en droit, légitimement, de se poser des questions. Tout ça, je crois que c'est très habilement montré, c'est très convaincant, je tiens à le dire. Je voudrais revenir sur un des aspects qui est soulevé dans le livre et que notre oratrice de la soirée vient de soulever, c'est, j'allais dire, en quelque sorte, un catholicisme intégraliste, presque intégriste, sert de cache-sexe, vais-je dire, à une islamophobie qui est parfaitement réelle, n'est-ce pas? Donc, il y a là un habillage au nom de la défense des racines chrétiennes. Je vais dire, bref parenthèse, je dirais que, heureusement que Mme Damblon l'a rappelé tout à l'heure, je n'ai aucune affinité avec l'extrême droite et je n'en ai jamais eu, mais je reconnais que sur un point, en tout cas, je serai plus nuancé que vous. Je crois que le christianisme, il y a eu un jour dans un débat que j'ai eu avec le cardinal d'Année, d'ailleurs, qui était primat de Belgique, j'ai l'occasion de rappeler que d'une certaine façon, c'est vrai, c'est un des paradoxes de l'histoire, de la sociologie religieuse. Est-ce qu'il y aurait eu une laïcité, est-ce que le concept même serait apparu s'il n'y avait pas eu de christianisme? Mais personnellement, j'en doute. Parce que le christianisme, je vais vous rappeler l'Évangile selon saint Matthieu, j'ai une éducation religieuse, mesdames et messieurs, je n'en rougis point, et donc j'ai quelques lettres en la matière, en tout cas quelques réminiscences. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
ça affirme la différence entre le temporel et le spirituel. Alors bien sûr, l'histoire a montré que l'Église a essayé de récupérer le temporel de son côté a essayé de récupérer le spirituel, et l'histoire pendant des siècles est faite de ces trucs, mais c'est dans ce contexte-là qu'est né et qu'a pu s'affirmer progressivement l'idée de séparation, n'est-ce pas? C'est l'une des religions où ce distinguo du temporel et du spirituel est apparu, alors que dans la monarchie religieuse traditionnelle, et j'ai le plus grand spécialiste que moi en la matière, la confusion du temporel et du spirituel a tout de même été en permanence, n'est-ce pas, une des constantes. Donc, sur ce point-là, je serai plus nuancé, mais il est évident qu'on rencontre dans le discours du Front National de Marine Le Pen, indiscutablement, on couvre un électorat catholique, intégriste, et la défense des valeurs chrétiennes est un moyen, j'allais dire, de combattre à visage plus découvert l'islam et ce qui apparaît comme un corps étranger à l'histoire et à la culture de la France et de l'Europe occidentale. Pour moi, la vraie question, elle est posée d'ailleurs à la fin du livre de Caroline. La vraie question est la suivante. C'est que, bon, un fils ou une fille n'est pas responsable des actes du père. Et j'espère tout de même que nous sommes suffisamment démocrates et libérés pour accepter que l'on soit différent de ses ascendants. Que l'on puisse accepter aussi que l'on soit capable d'évoluer. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui me paraît essentiel dans la société. Je vais faire une comparaison osée venant d'un libéral, donc considéré comme étant de droite dans une université de gauche, mais après tout, quand Mitterrand a constitué son front pour devenir président de la République, il était entouré d'un certain nombre de communistes, il y avait là d'anciens staliniens, on oubliait, il y avait des gens qui avaient soutenu l'invasion de la Hongrie en 1956, plus récemment encore, il y en a qui s'étaient tus, il y avait courbé les chines parfaitement au moment des événements de Tchécoslovaquie. Ils étaient devenus démocrates un jour, ils avaient aidé à basculer Giscard d'Estaing, et donc tout était pour le mieux dans le meilleur du monde. Donc, je crois qu'il y a des évolutions sont possibles. On en connaît une en Italie avec Fini, qui est passé d'un parti vraiment fasciste, mais ici à l'Alliance nationale, etc. Donc, la question qui se pose avec Mme Le Pen, et la question est fort opportunément posée par Mme Fouret, et elle connaît mieux, elle vous donnera une réponse. Moi, pour le moment, je n'ai pas encore de réponse. Est-ce qu'une évolution de ce type est possible? Est-ce qu'une évolution de ce type est possible? En l'occurrence, je n'en sais rien. Il y a des exemples qui montrent que c'est possible. Est-ce qu'en l'occurrence, c'est possible? Nous n'en savons encore rien, et je ne vais pas faire de la futurologie en la matière. En tout cas, tant que le père est là, j'ai le sentiment que c'est difficile d'évoluer. Je n'y crois pas. Est-ce qu'elle aura la force de se débarrasser, je vais dire, de tout cet environnement pollué qu'elle a toujours dans son sillage? Je n'en sais encore strictement rien. Donc, il y a là, donc, en d'autres termes, ce n'est pas la copie conforme. Il y a un ravalement de façade. Il y a des points forts qui restent très prégnants dans le discours. Qu'est-ce que ça va devenir? Nous n'en savons rien. Mais en tout cas, à première vue, j'allais dire, et c'est ça qui fait la richesse d'un livre qui est extraordinairement touffu, parce que la masse d'informations que l'on y retrouve est absolument extraordinaire. J'allais dire, ça fait réfléchir, ça pose des questions, et j'allais dire, ça, c'est plein de points d'interrogation sur le futur, et ça permet de réfléchir et de se demander ce qui va se passer, et de suivre encore avec d'autant plus d'intérêt la campagne française. Oui, alors, je voudrais faire le point sur ce qui s'est dit jusqu'à maintenant pour lancer le débat. Quand Hervé Asquin a souligné tout à l'heure qu'au fond, il y avait une origine chrétienne de la laïcité et même des droits de l'homme, en
en invoquant par exemple rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est tout à fait exact. Et au fond, on peut dire qu'il y a aussi une influence de l'universalisme monothéisme, tous les hommes, tous les êtres humains fils d'un même Dieu, et qu'au fond les droits de l'homme se sont construits et la laïcité à la fois à partir d'une inspiration qui emprunte des éléments au christianisme et contre tout ce qu'en avait fait l'Église. Donc ça c'est tout à fait certain, mais c'est pas, à mon avis, si je comprends bien ce que dit Caroline Fourret, ce n'est évidemment pas ce que dit le Front National. Le Front National, dans sa référence au christianisme, donne une référence qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus intégriste, qui est l'idée de la France aux Français blancs et chrétiens, peut-être qu'on dit catholicisme, vis-à-vis de tout un électorat très intégriste, et que de ce point de vue-là, elle est piégée. En même temps, donc de ce point de vue-là, on pourrait dire, au fond, c'est toujours le même discours, mais travesti, on utilise la laïcité pour toujours défendre des positions traditionnalistes catholiques. En même temps, les intégristes, dans ce que j'ai lu de ton livre, ne sont pas toujours très satisfaits, parce qu'en même temps, elle dit qu'elle ne va pas abroger la loi Veil sur l'avortement, elle a une position sur le Pax qui est sûrement plus souple que celle de son père, etc., etc. Et donc, quelque part, est-ce qu'il y a une évolution véritable, ou bien c'est une position qui simplement évolue en surface, mais en profondeur, c'est la même chose? Alors, déjà, si pour le confort de ceux qui nous écoutent, on pourrait avoir un micro à main, on est vraiment preneur, mais sinon, je vais continuer avec le micro quand même. Je vais essayer de faire... Oui, mais ça se trouve que normalement, c'est merci, ça sera adorable. Je vais répondre donc aux deux débats. Je vais rapidement sur juste la question de christianisme, islam, laïcité, parce que je crois que ce n'est pas le débat de ce soir. Puis moi, c'est des débats que je mène depuis 2003. Avant, génial. C'est des débats qu'on a menés notamment avec Fiametta Benner dans Tir croisé, qui comparait les intégrismes juifs, chrétiens et musulmans, et dans lequel on s'est tout de suite absolument opposé à une lecture essentialiste ou civilisationnelle de ces enjeux, parce que je pense que ce sont des lectures qui ne mènent nulle part, si ce n'est à la confrontation. Donc pour être très clair, bien sûr que les monothéismes sont porteurs d'universalisme, en tout cas par rapport à des visions tribales ou culturalistes avant elles. Bien sûr que l'universalisme des droits de l'homme et la déclaration de 48 va encore plus loin, qui puisse expliquer ou non le cadre laïque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que le Front National a évolué, est capable d'évoluer? Alors, je ne crois pas non plus à l'essentialisme pour le Front National, je ne crois pas au déterminisme, mais là, nous parlons d'un mouvement politique qui a quand même une histoire, qui a des fondamentaux, et on a déjà un aperçu de jusqu'où Marine Le Pen veut le faire évoluer ou non. La comparaison avec Fini, en Italie, à l'issue de notre enquête, c'était pas honnêtement... parce que quand on fait un livre, souvent les gens se disent « mais vous avez des positions très affirmées, vous êtes très sûr de vous », mais quand on écrit, quand on enquête pendant plus de 9 mois, généralement pour l'écriture, et bien au-delà, on n'est pas du tout dans l'affirmation, contrairement au petit appel qui nous est préparé depuis des semaines, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait prévu. On est dans le doute, on doute sincèrement de est-ce qu'on va pouvoir apporter une réponse claire à cette question. En l'occurrence, quand on a commencé ce livre, on se demandait est-ce que le Front National est capable d'évoluer, de laisser ses oripeaux au placard, est-ce que Marine Le Pen veut s'émanciper, ou est-ce qu'au fond elle ne fait que reprendre la boutique familiale. Ma conviction à l'issue de cette enquête, c'est qu'elle ne pourra pas évoluer au-delà d'un certain stade et qu'il ne sera pas satisfait. Ah non, s'il vous plaît. Ce stade-là est celui de la xénophobie. Messieurs, est-ce que je peux vous demander un peu de respect pour l'orateur? C'est honteux! Ce sont les lumières! Et vous pouvez vous taire! Écoutez, vous n'allez pas me dire que vous êtes en train d'essayer de saboter un débat à l'ULB. Vous l'avez écouté? Que vous êtes en train d'essayer de saboter à l'ULB un débat qui concerne l'extrême droite entre démocrates. Écoutez les arguments, vous pouvez être en désaccord ou en accord avec qui que vous voulez, mais sérieusement, ne commencez pas à essayer d'empêcher un débat à l'ULB parce que là, vous portez fondamentalement atteinte aux valeurs de la maison. Et ça, nous ne laisserons pas faire.
Bon, maintenant ça suffit, hein. On voudrait entendre la conférence maintenant. Qui sont d'extrême droite, donc c'est logique qu'ils soient en colère et qu'ils viennent protester contre une conférence sur l'extrême droite. Mais je suis à gauche. On a dit tais-toi maintenant. C'est de la censure. Ça suffit. C'est purement et simplement de la censure. Vous pouvez défendre toutes les opinions que vous voulez, mais vous ne pouvez pas entraver un débat à l'ULB. Sinon, vous n'êtes pas digne d'être à l'ULB. Non, monsieur, c'était pour l'occurrence de l'extrême droite dont je parlais, peu importe. Toujours pour... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je tiens juste à signaler que les débats sur ces sujets-là, j'en ai au Yémen, j'en ai dans tous les pays du monde, et qu'il n'y a qu'en Belgique et qu'à l'ULB. Écoutez, c'est pas possible. Écoutez, ressaisissez-vous, c'est une médiocrité incroyable. Vous criez, vous n'écoutez pas les arguments. Il y a des tas de gens qui sont dans la salle ici pour écouter un débat, qui est un débat d'intérêt général, parce que c'est très important, vous en conviendrez tous, de lutter contre l'extrême droite et de réfléchir de façon apaisée sur les moyens d'y arriver. Et maintenant, vous êtes en train de vouloir saboter un débat. C'est insupportable. Insupportable. J'écouterai, eh bien écoutez. Moi, messieurs, Tout à fait, faut combattre l'extrême droite et nettoyer d'abord devant sa porte. moi je voudrais savoir pourquoi chahutez-vous? Faut prendre des coups, Oui. des coups Florent, hein, c'est pas cher. Écoutez, moi je demande à ces messieurs qui veulent perturber la soirée, que reprochez-vous aux propos qui ont été tenus jusqu'à présent? c'est ça. Nous vous écoutons. Soyez fort. Moi je vous écoute. L'extrême droite est redevenue fréquentable suite à ses propos. Je n'ai pas lu. Je vous écoute. Allez, quels sont vos arguments? Quels sont vos arguments? Argumentez. Si vous êtes des intellectuels, vous êtes ici, argumentez. À part Vous n'avez pas d'arguments. Vous êtes pénibles intellectuellement. En l'occurrence, l'extrême droite aujourd'hui, face à elle, elle a où des... sont les burkas? Allez, les courageux. Les gens qui sont venus ce soir sont venus face à des antiracistes et à des laïcs. Ouais, courageux. Tu peux me filmer? Alors, pour répondre à la question d'Hervé Asquin sur Marine Le Pen... Parce que moi je suis une femme libre, tu vois. Toi t'es complètement... Ah, Je vais poser une question. remettez mon appareil. Vous n'avez pas le droit. Les femmes ne pourraient pas tout continuer. Et vous ne pourrez pas nous faire taire. Jamais, jamais, jamais. À monsieur Chichin, lui dire toutes les mesures, c'est son Chichin ce soir. J'ai toujours considéré qu'il avait une boucle dans la tête, bravo pour votre coming out. C'est pour dénoncer l'islamophobie de gauche comme l'islamophobie de droite. Elle n'est pas plus honorable lorsqu'elle se prétend à gauche qu'à l'extrême droite. Madame Fourès, elle écrit un texte dans le Wall Street Journal qui s'appelle The War for Arabia, où elle développe la thèse que les Arabes sont incapables de s'intégrer et elle dénonce
d'organisme. Vous êtes d'extrême droite, monsieur, vous êtes menteur et propagandiste. C'est pas ce qui se passe sur les sites internet d'extrême droite qu'il faut croire, c'est votre tête qu'il faut voir. Monsieur. Vous êtes censé être chercheur, faites un chercheur. Lisez, écrivez, argumentez, ne mentez pas. Ne venez pas organiser ce qui est dit comme récréation. Pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur des idées? Vous avez peur que j'en plus? Franchement, les féministes et les laïcs qui écrivent des livres où tout est prouvé, vous êtes obligés de déformer leur propos, de passer pour le racisme, parce que vous n'avez pas de féminisme. Mais affrontez le féminisme! C'est l'égalité au féminisme, monsieur! La liberté, c'est précisément le fait de laisser parler ce que vous ne faites pas. La liberté, c'est précisément de donner les conditions d'un débat démocratique et donc de laisser parler les gens. On m'a censuré, monsieur. Je suis... La liberté de libre examen, c'est précisément d'essayer d'offrir les conditions du débat. C'est précisément de faire tout pour que les gens puissent librement exprimer leurs opinions. Nous avons proposé la parole à Soani Chicha. Je constate que une minorité ou une majorité, peu importe, de cette assemblée, empêche la liberté de parole au sein de l'université. Madame, nous ne sommes pas obligés d'organiser en tout lieu des débats contradictoires. Je le répète, l'université a le droit d'organiser toute forme de débat qu'elle souhaite. Et donc, dans ces conditions-là, à partir du moment où vous interdisez clairement de prendre la parole, nous allons devoir suspendre ce débat. Mais je terminerai en disant que ceux qui ont interdit la parole, ceux qui ont œuvré contre la liberté, nous avons vu exactement qui ils étaient. Un dernier mot par rapport à ce débat? Écoutez, vous dégagez. Vous savez, madame, vous avez beaucoup de choses à...